Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zoé Dubus, je suis historienne. Ma discipline, c'est l'histoire de la médecine et je suis spécialiste des psychotropes. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une confusion que je vois très souvent au sujet des microdoses de psychédéliques qui seraient utilisées dans le cadre de psychothérapie assistée par ces substances. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Non, on n'utilise pas les microdoses de psychédéliques aujourd'hui en thérapie. Et même, en fait, les microdoses n'ont jamais fait la preuve scientifique de leur efficacité. Donc, je vais revenir un petit peu sur tout ça. D'abord, qu'est-ce que c'est les psychédéliques? C'est un groupe de produits qui font partie de la grande famille des psychotropes. Les psychotropes, c'est toutes les substances qui agissent sur l'état de conscience, sur le comportement, sur l'humeur. On peut les trier en trois types. Celles qui sont légales, par exemple la caféine, l'alcool, le tabac. Celles qui sont illégales, ça c'est les stupéfiants, avec le LSD, l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, la MDMA, etc. Et puis les substances qui sont des médicaments et qui peuvent parfois aussi avoir le statut de stupéfiant. Et là, par exemple, la morphine, la kétamine, mais aussi les anxiolytiques, les antidépresseurs, les neuroleptiques, par exemple. Le fait d'être classé dans la liste des stupéfiants, donc d'être une substance interdite à la consommation, c'est pas vraiment lié à la dangerosité de ces produits. C'est plutôt des enjeux moraux, politiques, médiatiques, économiques qui vont peser dans le fait qu'une substance soit interdite ou pas. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo d'expliquer d'analyser ce problème. Si ça vous intéresse, sur mon site internet que je vous mets en description, j'ai plein d'articles, de conférences, de posts sur les réseaux sociaux qui parlent de tout ça. En tout cas, on trouve dans la liste des stupéfiants des substances qui sont moins dangereuses que des substances qui sont légales et même moins dangereuses que la caféine. C'est le cas notamment des psychédéliques. Alors on peut classer les substances psychotropes par leur statut légal, mais on peut aussi les classer par exemple par leur type d'effet. Et là, on va avoir quatre grandes catégories. La catégorie des substances stimulantes, avec par exemple la cocaïne, la caféine, la 3-MMC, le speed, et puis, inversement, la catégorie des substances qui ralentissent l'organisme, avec l'alcool, le cannabis, mais aussi les substances qu'on utilise pour soulager la douleur, la morphine, l'opium, l'héroïne. Ensuite, on va avoir une grande famille de substances qui provoquent des effets psychiques. Alors là, à nouveau, le cannabis, le LSD, l'ibogaine, la salvia, la MDMA, et inversement, les substances qui ralentissent les productions psychiques, et là, typiquement, anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques. Donc au sein de ces grandes catégories, on a des plus petites familles, et notamment la famille des psychédéliques, qui sont donc des substances qui vont provoquer des effets psychiques très intenses, qui vont durer entre 15 minutes et une dizaine d'heures en fonction des produits, avec par exemple des synesthésies. Les synesthésies, c'est quand plusieurs sens sont associés, donc la couleur peut avoir un goût, ou on peut voir la musique. On ne parle pas vraiment de substances hallucinogènes, c'est un terme qui est assez impropre à décrire les effets de ces substances. Hallucinogène, ça voudrait dire que la substance provoque des hallucinations, et hallucination, ça signifie perception sans objet. Donc que vous voyez, vous entendez quelque chose qui n'est pas là, et en plus vous croyez à la réalité de ce que vous êtes en train de percevoir. C'est pas vraiment le cas pour les psychédéliques. Vous n'allez pas tout à coup voir un éléphant rose, et même si vous voyez un éléphant rose, vous allez être en capacité de vous dire: ah oui, mais c'est parce que j'ai pris des champis, il n'y a pas vraiment d'éléphant rose dans la pièce. Donc on parle plutôt de substances illusogènes qui vont déformer ce que vous avez dans votre champ visuel, avec des couleurs qui vont être plus importantes et qui peuvent bouger, par exemple. Je vous mets dans la description le lien d'un artiste qui fait des petites vidéos sur YouTube et sur Instagram pour reproduire les effets visuels des psychédéliques. Vous verrez, c'est vraiment super bien fait. Alors, parmi la longue liste d'effets que peuvent produire les psychédéliques, il y en a deux en particulier qui vont être très utilisés dans le cadre de la psychothérapie. C'est d'abord le fait que ça provoque des reviviscences de souvenirs. Donc, reviviscence, c'est pas réminiscence. On ne se souvient pas, on revit totalement le souvenir. Mais comme c'est pas hallucinogène, on peut toujours être dans la pièce avec son psychiatre et pouvoir lui dire, bah voilà ce que je suis en train de vivre, et éventuellement lui demander du soutien, du réconfort si besoin. Donc c'est évidemment très utile dans les cas de souvenirs traumatiques ou de souvenirs refoulés. Et puis, l'autre effet, c'est le fait que sous psychédélique, on va avoir des associations d'idées nouvelles et très rapides qui vont émerger. Et donc ça, évidemment, ça approfondit le processus psychothérapeutique. La liste des psychédéliques dits classiques, elle est en fait très restreinte. C'est seulement le LSD, qui est tiré de l'ergot de seigle, la psilocybine, qui est dans certains champignons, la mescaline qu'on trouve dans le cactus peyote, et la DMT, qui est présente dans plein de plantes à travers le monde et qu'on utilise notamment dans un mélange en Amérique du Sud qui s'appelle l'ayahuasca. Donc c'est seulement ces substances et leurs dérivés.
Pourquoi? Parce qu'elles font un effet spécifique sur le récepteur de la sérotonine qui s'appelle le 5-HT2A. Il y a d'autres substances, comme par exemple la kétamine, la MDMA, l'ibogaine, qui ont un petit peu le même type d'effet psychique, un petit peu le même type d'effet thérapeutique, mais qui ne font pas effet sur le récepteur de la sérotonine ou qui ne font pas effet de la même manière. Et du coup, pour certains scientifiques, ces substances, elles ne font pas partie de la catégorie des psychédéliques. Cette catégorie, elle va certainement être amenée à évoluer dans les prochaines décennies parce qu'on est dans un moment qui s'appelle la renaissance psychédélique. Depuis une trentaine d'années, on refait des études sur ces substances et donc on affine notre compréhension de leurs effets. Et si dans les années 50, on avait découvert le récepteur de la sérotonine grâce aux recherches sur le LSD, aujourd'hui, on refait des études et en fait, on se rend compte que oui, les psychédéliques classiques touchent le 5-HT2A, mais en fait, ils touchent plein d'autres récepteurs dans le cerveau qu'on ne connaissait pas dans les années 50. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin de se focaliser sur celui-là. Ce qui veut dire que la catégorie des psychédéliques va peut-être s'ouvrir pour pouvoir intégrer des nouvelles substances, ou alors qu'on va créer des sous-catégories pour pouvoir affiner les effets ou les préciser. Le mot même psychédélique, peut-être qu'il va évoluer lui aussi parce qu'en fait, il charrie avec lui tout un imaginaire lié à la contre-culture des années 60 qui malheureusement le rend parfois assez difficile à utiliser quand on veut légitimer ses recherches, que ce soit en médecine ou dans les domaines scientifiques. Bon, en tout cas, ça, ce sera pour les prochaines années. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que les psychédéliques, qu'est-ce que c'est une microdose? C'est très simple, c'est une dose qui n'est pas perceptible. Donc si vous avez pris une microdose de champignon et que vous avez des formes qui bougent dans tous les sens avec des couleurs qui pop un peu partout, c'est pas une microdose. C'était peut-être une faible dose, mais c'était pas une microdose. Le principe, ça va être par exemple d'en prendre tous les matins pendant une période donnée et d'avoir des effets diffus qui sont supposés favoriser la créativité, la concentration, l'expression des émotions, l'aisance sociale, améliorer l'humeur, mais aussi réduire l'anxiété, soulager la dépression, réduire aussi les TOC, par exemple. Et donc le principe, c'est un petit peu comme prendre un café. Si vous prenez un café le matin, vous allez être légèrement stimulé, mais ça ne sera pas pareil que si vous prenez une trace de cocaïne ou de sniffy. Bon, ben là, c'est pareil, et pour vous donner un ordre d'idée, le LSD commence à faire effet chez l'humain autour de 20 microgrammes, donc une microdose, ça sera une dose inférieure à cette quantité, même si c'est très variable en fonction des individus. Alors, ces dernières années, il y a eu une médiatisation soutenue autour du phénomène des microdoses, notamment dans des médias un peu à sensation comme Vice ou Slate, qui ont fait des articles sur ces cadres de la Silicon Valley qui seraient supposés microdoser en permanence pour pouvoir être plus efficaces au travail et donc favoriser le modèle capitaliste. Et puis ensuite, tous les différents médias ont refait leur propre petit article sur les microdoses parce que c'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de faire une enquête, il suffit de lire 2 ou 3 articles et puis hop, on reprend 2-3 idées qu'on a vues dans chaque article et on en crée un nouveau. Et puis on sait que ça va marcher, c'est un thème qui va avoir du succès. Donc on ne sait pas vraiment si, c'est difficile à dire, si c'est vraiment un phénomène d'une pratique qui est en train de rentrer dans les pratiques occidentales, comme à une autre époque, au 19e siècle, le fait de boire du café le matin ou de boire un thé, ben, c'est rentré aussi dans les pratiques. Donc est-ce que c'est vraiment un nouveau phénomène qui est en train de s'installer, ou est-ce que c'est simplement un phénomène de mode qui a ensuite été amplifié médiatiquement? C'est très difficile de le dire. En tout cas, c'est toujours très difficile d'évaluer le nombre d'usagers et d'usagères de substances stupéfiantes, justement parce que c'est des substances qui sont interdites. Et là, je renvoie aux travaux du sociologue français François Beck, qui explique admirablement pourquoi est-ce que c'est très difficile de quantifier les usages. Alors, euh, qu'en est-il maintenant des usages scientifiques, médicaux des microdoses? Pendant la première vague de recherche sur les psychédéliques en Occident, principalement entre les années 1950 et 1970, c'est surtout le LSD qui était étudié. Aujourd'hui, c'est surtout la psilocybine. Et il n'y a pas vraiment eu de recherche sur les microdoses, même si il y a eu des scientifiques qui ont fait l'hypothèse que ça puisse être intéressant d'en faire. Par exemple, en France, le neuroscientifique Henri Gastaud, qui travaille à l'INSERM, en 1953, c'est l'un des premiers à écrire sur le LSD et il va proposer que les doses infraliminaires, donc non perceptibles, puissent améliorer l'humeur. Donc il y a quelques propositions qui sont faites comme ça, mais ça ne débouche pas vraiment sur des études, en partie parce que Sandoz, le laboratoire qui produit et qui diffuse le LSD, n'a pas vraiment d'intérêt à participer à des recherches qui étudieraient des doses encore plus infimes que les doses déjà infimes auxquelles le LSD fait effet. Et puis par ailleurs, les médecins qui utilisent le LSD
ou les psychédéliques en général, dans le cadre des psychothérapies, eux sont très contents aux doses auxquelles ils les utilisent et donc ils n'ont pas non plus envie d'aller voir si peut-être des microdoses puissent être intéressantes. À cette époque-là, il y a 2 modèles de psychothérapie assistée par psychédéliques qui vont se développer, le modèle psychédélique et le modèle psycholytique. La thérapie psychédélique, elle est inventée au Canada et elle va se répandre principalement en Amérique du Nord. Elle repose sur 3 types de séances. Des séances de préparation, pendant lesquelles on répond aux questions des patients, on les informe sur les effets qui sont attendus et on tisse avec eux une relation de confiance entre les thérapeutes et les patients pour que, pendant la séance avec la substance, ils puissent se livrer vraiment aux effets de manière complètement sereine. Ensuite, on a 1 à 3 séances avec la substance administrée à forte dose. Une forte dose à cette époque, c'est en moyenne entre 150 et 300 microgrammes. Il y a des études dans lesquelles ils montent jusqu'à 2000, 3000 microgrammes. L'idée, c'est de provoquer une expérience profondément transformatrice qui soit radicalement thérapeutique. Et puis ensuite, on va avoir des séances d'intégration pendant lesquelles les psychiatres vont retravailler avec les patients sur tout ce qui aura émergé pendant la séance pour ancrer les résultats thérapeutiques sur le long terme. La thérapie psycholytique, elle est inventée en Angleterre par Ronald Sandison et elle va se diffuser principalement en Europe, mais pas en France. Et elle repose sur les 3 mêmes types de séances, donc des séances de préparation, des séances avec la substance et des séances d'intégration. Mais les séances avec la substance, elles sont beaucoup plus nombreuses, une trentaine en moyenne. Le principe, là, ça va être de donner d'abord des faibles doses, pas des microdoses, des faibles doses, et d'augmenter progressivement jusqu'à arriver à des doses moyennes à fortes pour faire découvrir les effets petit à petit aux patients et qui s'y habituent et qui s'y laissent aller petit à petit. Donc c'est selon moi une méthode qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante. Et puis la psychothérapie est au cœur des séances, même avec la substance, les psychiatres continuent à discuter avec leurs patients, là où dans la thérapie psychédélique, les patients sont plutôt allongés dans un lit avec un masque sur les yeux, un casque sur les oreilles qui diffuse de la musique. Et là, l'idée, c'est plutôt de favoriser l'introspection. Donc, il y a ces 2 modèles qui coexistent à cette époque. À nouveau, dans la description, je vous mets plein de ressources pour pouvoir creuser si ça vous intéresse. Et dans les années 60, il y a un scientifique américain qui s'appelle James Fadiman qui s'intéresse beaucoup aux psychédéliques. Lui, il travaille sur la créativité et la résolution de problèmes. Il va monter une étude dans laquelle il invite des scientifiques et des universitaires qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui sont confrontés à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre depuis au moins 3 mois. Il va leur donner du LSD et les résultats de l'étude, c'est qu'une majorité d'entre eux vont parvenir à trouver une solution à leur problème. Donc évidemment, ça intéresse beaucoup Fadiman, il aimerait énormément pouvoir continuer ses recherches, mais il arrive à la fin des années 60, au moment de la prohibition des psychédéliques, et donc son étude est arrêtée. À nouveau, c'est pas du tout l'objet de la vidéo d'expliquer pourquoi les psychédéliques, on a arrêté de faire des recherches sur les psychédéliques. J'ai plein de contenus, plein de conférences disponibles sur YouTube à nouveau sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. En tout cas, notre James Fadiman, il est bloqué. Il voudrait continuer les recherches sur les psychédéliques, mais il peut pas. Et il se dit que un bon moyen de légitimer à nouveau ses recherches, ça serait de passer par les microdoses, parce que justement, on n'a pas l'effet psychédélique. Il va bénéficier pour ça de l'arrivée d'Internet, créer un site sur lequel il propose aux gens qui utilisent des psychédéliques, que ce soit dans un but de développement personnel, de bien-être ou de santé, de venir donner leur témoignage. Et il va récolter comme ça des milliers de témoignages de gens à travers le monde qui utilisent les microdoses et qui y trouvent un intérêt dans des indications très nombreuses. Ces recherches, elles vont être publiées, mais elles ne sont pas valables aux yeux de la science contemporaine. La science contemporaine, pour valider l'efficacité d'une substance, elle a besoin de la tester en double aveugle contre placebo. Et pour faire la preuve de son efficacité, la substance doit avoir un effet qui est supérieur au placebo. Donc, on ne peut pas se baser en fait seulement sur les témoignages de personnes, même s'ils sont des milliers à dire la même chose. La science contemporaine, elle a besoin de passer par ces modèles-là pour valider l'efficacité d'une substance. Et donc, dans la renaissance psychédélique qu'on vit aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, on étudie à nouveau les psychédéliques et on les utilise notamment dans des essais cliniques. Et pour l'instant, c'est seulement le modèle psychédélique qui est étudié. Il y a quelques médecins en Suisse, par exemple, qui utilisent la thérapie psycholytique. Il y a quelques études qui commencent à sortir aussi sur le modèle psycholytique, mais pour l'instant, c'était principalement le modèle psychédélique, donc à forte dose, qui était étudié. La raison pour ça, c'est que dans un contexte où il fallait légitimer à nouveau ces thérapies, pouvoir dire
En 1 à 3 séances, les patients, ils sont soit guéris, soit fortement améliorés. Évidemment, ça avait beaucoup plus de poids que de dire: «On va faire une trentaine de séances» et c'est surtout la psychothérapie qui est au cœur de la pratique. Évidemment, ça pèse pas pareil. Et puis, aussi, le fait de faire 1 à 3 séances, ça coûte beaucoup moins cher que d'en faire une trentaine. Donc il y a aussi un enjeu évidemment économique dans le choix de la thérapie psychédélique et dans les prochaines années, on va certainement voir de plus en plus maintenant que les thérapies psychédéliques commencent à être légitimées, on va de plus en plus voir arriver des thérapies psycholytiques, en tout cas l'étude de ce modèle-là aussi. Qu'en est-il des microdoses? Pour l'instant, il y a eu que 2 ou 3 études qui sont sorties pour évaluer l'intérêt des microdoses en double aveugle contre placebo et toutes ces études, pour l'instant, concluent à l'inefficacité des microdoses qui n'ont pas un effet supérieur au placebo. J'insiste sur ce «pour l'instant». Le principe de la science, c'est qu'une vérité n'est vraie que tant qu'elle n'a pas été contredite. Et donc, comme on refait des études sur ces substances, peut-être que dans les prochaines décennies, on s'apercevra qu'il faut nuancer ou même qu'il faut contredire ces résultats, parce qu'on aura fait des études sur des plus grands nombres de patients ou avec des modèles plus précis et on s'apercevra qu'en fait, dans certaines indications, les microdoses sont efficaces. Mais pour l'instant, d'après les données scientifiques dont on dispose, on ne peut absolument pas dire que les microdoses ont un effet supérieur au placebo. Le truc, c'est que l'effet placebo, ça fonctionne dans un pourcentage relativement élevé. Donc si vous êtes persuadé que le modèle de la science contemporaine n'est pas adapté à la recherche sur les microdoses de psychédéliques et que ce que vous lisez sur les forums, les témoignages des gens, c'est ça la réalité, ben, il y a un pourcentage de chances que, si vous utilisiez des microdoses, ça fonctionne pour vous, en tout cas pour un temps. C'est le principe de l'effet placebo. Donc je vous mets, dans la description un lien vers le manuel de réduction des risques de la Société psychédélique française. C'est gratuit, ça se télécharge en ligne, c'est hyper intéressant et c'est très important, si les psychédéliques vous intéressent, de vous renseigner sur ces substances. J'ai dit au début de la vidéo que ça faisait partie des produits psychotropes qui étaient les moins dangereux. C'est vrai, mais il y a des risques quand même à leur usage et donc c'est très important, de manière générale en fait, de, se questionner, de se renseigner sur les substances qu'on utilise, et ça vaut en fait pour tous les produits, même pour, la caféine. Comme c'est une substance légale, on a l'impression que, c'est nécessairement moins dangereux et en fait, c'est pas le cas du tout. Je vous recommande, si vous buvez du café, d'aller, vous pencher un petit peu sur ces études-là. On peut avoir des syndromes de sevrage, par exemple, quand on arrête la caféine. Donc voilà, quand on est un adulte responsable, c'est très important de se renseigner sur les produits qu'on consomme. C'est le principe de la réduction des risques. Pas pour, s'enfermer et bien respecter à la lettre ce que quelqu'un d'autre vous a dit de faire, mais pour avoir un socle de connaissances qui vous permet après, vous, en tant qu'adulte, de décider, bon, bah, là, je sais très bien que, prendre de la cocaïne et de la kétamine en même temps, bah, c'est, un petit peu risqué parce que ça a des effets antagonistes, mais, à cette soirée, j'ai envie de m'éclater et j'ai envie de prendre mon Calvin Klein, c'est très bien pour vous. Mais c'est important d'avoir ce socle de connaissances qui vous permet de prendre, des risques en conscience. Donc le manuel de réduction des risques, de la Société psychédélique française, c'est le premier de ce type en français. À nouveau, il est gratuit et il est super. Il y a plein d'informations dedans. Même si vous connaissez déjà les psychédéliques, vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi-même, j'ai appris des choses en le lisant et en plus, il y a plein d'artistes qui ont participé à sa conception, donc il y a c'est un très bel objet. Et je vous mets aussi dans la description, une interview de James Fadiman qu'il a donnée pour le podcast Drug Science. Donc là, malheureusement, ça sera que pour les personnes parmi vous qui parlent, enfin qui comprennent l'anglais. Drug Science, c'est un podcast organisé par, David Nutt, qui est le pape incontesté, des psychotropes. C'est un neuropsychopharmacologue anglais, qui, a fait la majorité des études qui nous permettent aujourd'hui de nuancer nos représentations de dangerosité des substances stupéfiantes. Et il tient ce podcast depuis quelques années dans lequel il invite, des experts et des expertes autour des psychotropes. C'est un podcast passionnant et celui sur Fadiman est assez marrant, vous verrez si vous l'écoutez, vous me direz, si vous l'avez trouvé drôle. Et de mon côté, bah, je vous remercie, très chaleureusement comme d'habitude d'avoir, regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à un petit peu y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si j'ai pas la réponse, j'irai la chercher auprès de mes collègues. Dites-moi aussi s'il y a des choses que vous voudriez que je traite, des sujets que vous voudriez que je traite et dans tous les cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour les partages.
Ça fait vraiment chaud au cœur à chaque fois, tous les jours, de voir, que vous êtes là et que vous aimez, ce que je propose, même si c'est le truc le plus niche et précis du monde, bah, il y a des gens qui vont être trop contents comme moi, des choses que je peux découvrir, dans mes journées de recherche. Donc, merci à toutes et à tous, et puis, à très bientôt.